En 2024, plus de 40% des morts du terrorisme dans le monde se trouvaient dans 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Le Burkina Faso est classé aujourd'hui pays numéro 1 le plus touché par le terrorisme sur la planète, devant le Pakistan, devant la Syrie. C'est grave les amis. Plus de 3 millions de déplacés, des milliers d'écoles fermées et un chiffre que personne ne met en face des discours. 3885 morts en une seule année. Ces 3 pays, ce sont les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, créé en 2023 avec une promesse forte: reprendre le contrôle. Fini la France, fini la CEDEAO, fini les leçons, on gère tout nous-mêmes. Et sur les réseaux, ça a été un séisme. Des millions de vues, des hashtags partout. Goïta, Traoré, Tiani, érigés en icône du panafricanisme. Le récit était écrit. L'Afrique se libère enfin, sauf qu'il y a quelque chose que ce récit ne montre jamais. Avant, il y avait des soldats français sur le terrain et des entreprises françaises sur l'uranium et sur l'or. Ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il y a des mercenaires russes sur le même terrain et des intérêts russes sur les mêmes mines. Avant, le terrorisme progressait. Aujourd'hui, le terrorisme progresse toujours. Et en novembre 2025, au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le Mali lui-même qui appelle la communauté internationale à l'aide. Le même Mali, les amis, qui avait dit au monde qu'il n'avait besoin de personne. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la création de l'AES? Qu'est-ce qui n'a pas changé du tout? Et surtout, pourquoi est-ce que personne ne pose ces 2 questions en même temps? La première promesse de l'AES, c'était la sécurité au cœur du projet. On vire Barkhane, on vire la MINUSMA et ses 13 000 casques bleus. On fait venir l'Africa Corps de Russie et on monte une force conjointe de 5 000 soldats à nous. On reprend le contrôle. Sur le papier, le projet est impressionnant. Un pacte de défense mutuelle entre les 3 pays. Une force conjointe annoncée au sommet de Niamey en 2024. Un passeport commun, un projet de banque d'investissement, une sortie de la CEDEAO, une sortie de la francophonie, un drapeau commun, hymne commun, une radio commune en langue locale. En moins de 2 ans, ces 3 pays ont tout cassé pour tout reconstruire. Sauf que le récit, c'est une autre chose. Et les résultats, c'en est une autre. Le Global Terrorism Index 2025, c'est un rapport publié chaque année par un institut de recherche australien. Rien à voir avec la France, rien à voir avec l'Occident. Et ce rapport dit que la région du Sahel a enregistré 3885 morts liés au terrorisme en 2024. Plus de la moitié de tous les morts du terrorisme dans le monde. À eux seuls, le Burkina Faso, le Mali et le Niger totalisent plus de 3000 de ces victimes. Ça veut dire que plus de la moitié des victimes du terrorisme sur la terre vivaient dans cette région. Et le Burkina Faso, à lui seul, est devenu le pays le plus touché au monde. 2 années de suite. Derrière ce classement, il y a une réalité que les chiffres ne montrent pas assez. Des marchés attaqués en plein jour, des enseignants qui reçoivent des menaces de mort et qui fuient. Ce qui fait que des milliers d'écoles sont aujourd'hui fermées. Des villages entiers vidés du jour au lendemain. Plus de 3 millions de personnes déplacées qui ont tout perdu, tout abandonné, qui survivent dans des camps ou chez des proches, sans savoir si elles rentreront un jour chez elles. Et la force conjointe de 5000 hommes, celle qui devait être en principe le pilier militaire de l'AES. Au sommet de Bamako en décembre 2025, elle a été officiellement lancée avec une cérémonie de remise d'étendards. Un défilé de troupes des 3 armées et des véhicules blindés neufs. Mais entre la cérémonie et la réalité du terrain, l'écart reste immense. Des opérations conjointes ont été menées comme Yeroko 1 et 2. Dans la zone des 3 frontières. Mais au quotidien, chaque armée continue de se battre largement seule. De son côté,
avec ses propres moyens. Le quartier général de la force de Niamey était encore en cours d'installation mi-2025. Et la menace, elle, n'a pas attendu. Et il y a eu un problème de fond que personne ne mentionne. Les 3 pays de l'AES n'ont pas les mêmes priorités sécuritaires. Le Mali fait face au GNIM dans le centre et au nord. Le Burkina est submergé sur quasiment tout son territoire. Le Niger gère une menace qui vient du Nigeria avec Boko Haram et l'État islamique. Coordonner 3 guerres différentes avec 3 armées sous-équipées, c'est un défi que même des alliances beaucoup plus riches n'ont pas toujours réussi à relever. Maintenant, il y a la question russe et c'est là que les choses deviennent intéressantes, les amis. L'Africa Corps, c'est l'ancienne Wagner sous un nouveau nom. Ils sont arrivés avec une promesse. Nous, on ne fait pas de leçons de morale. On vous aide, point, c'est tout. Poutine est devenu populaire dans certains cercles panafricanistes. Les drapeaux russes sont apparus dans les manifestations. L'idée s'est installée que la Russie allait réussir là où la France avait échoué. Sauf que les retours du terrain racontent une autre histoire. Et ce ne sont pas des analystes occidentales. Ce sont des militaires maliens et burkinabés qui disent que les Russes sécurisent les mines d'or, les sites d'uranium, les palais présidentiels, mais que dans les villages où les djihadistes frappent, chaque semaine, ils ne sont pas là. L'Afrique a un modèle économique. Elle se rémunère en accès aux ressources naturelles, ce qui veut dire que sa priorité par construction, ce n'est pas la sécurité des populations rurales, c'est la protection des sites qui génèrent des revenus. Et ça change tout quand on parle de lutte anti-terroriste. Donc, posons les choses côte à côte. Avant, la France déployait Barkhane, exploitait l'uranium du Niger et l'or du Mali. Et le terrorisme progressait. Aujourd'hui, la Russie déploie l'Africa Corps, exploite les mêmes ressources via d'autres structures et le terrorisme progresse toujours. La nationalité du partenaire a changé, c'est vrai. Le mécanisme, les amis, est resté strictement identique. Ressources contre sécurité. Et dans les 2 cas, la sécurité n'est pas au rendez-vous. On n'a pas changé de modèle, on a changé de fournisseur. Si le changement de fournisseur n'est pas visible sur le terrain, il l'est encore moins dans les mots. Parce que ce qui s'est passé en novembre 2025 à New York, ça vaut de l'or, les amis. On est au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur du Mali, Issa Konfourou, prend la parole au nom de l'AES. Et là, il appelle la communauté internationale à coopérer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU, lui, décrit une situation alarmante. Le GNM impose un blocus sur Bamako depuis septembre. Les convois de carburant sont attaqués et la menace djihadiste ne cesse de progresser vers la capitale. Bamako, plus de 3 millions d'habitants sous menace directe. Et c'est le Mali qui dit ça. Le même Mali qui avait viré l'armée française, fermé la porte à la MINUSMA, quitté la CEDEAO et fondé l'AES en proclamant qu'il n'avait plus besoin de personne. En 2023, on gère seul. En 2025, nous sommes disposés à coopérer avec tous les partenaires qui le souhaitent. Le temps a changé. Ce n'est pas un aveu d'échec explicite. Konfourou insiste toujours sur la souveraineté, mais entre les lignes, l'appel à la coopération internationale est là. Et ce qui est frappant, c'est que ce changement de temps est passé quasiment inaperçu sur les réseaux sociaux pro-AES. Pas de clics viraux de Konfourou, pas de hashtag. Le discours de souveraineté continue en ligne comme si cette déclaration à l'ONU n'avait jamais existé. Et c'est peut-être ça, le vrai bilan qu'on vous cache. Les chiffres du terrorisme, on peut les trouver si on cherche. Mais ce qu'on ne nous montre pas, c'est l'écart
entre le discours en ligne et ce qui se dit réellement dans les couloirs de l'ONU. C'est le fossé entre les clips viraux de Traoré qui parlent de souveraineté et l'ambassadeur du Mali qui 2 ans plus tard demande de l'aide à la même communauté internationale qu'on avait rejetée. Comment on en arrive là, les amis? Les djihadistes ne se sont pas mis en pause pendant que l'AES s'organisait, non. Le JNIM affilié à Al-Qaïda et à l'État islamique au Sahel, ils ont regardé les sommets à la télé. Et pendant ce temps, ils ont pris chaque zone que les forces internationales quittaient. Tout simplement, le départ de la MINUSMA en 2023 présenté comme une victoire de la souveraineté a dans les faits créé un vide. Et ce vide, les djihadistes l'ont rempli. Village par village, route par route, au point de menacer la capitale elle-même. Il faut comprendre que ces groupes fonctionnent de manière très locale. Ils recrutent dans les communautés. Ils s'installent dans les zones où l'État est absent. Ils offrent parfois des services de base que l'État ne fournit plus. Ce ne sont pas des armées étrangères, ce sont des gens du terrain et c'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à déloger. Cette vidéo n'est pas là pour enterrer l'AES, les amis. Elle n'est pas là non plus pour réhabiliter la France. Elle est là pour poser les questions que personne ne pose. Est-ce que tout ça, c'est la faute de l'AES? Ce serait trop simple et ce serait bien sûr malhonnête. Le terrorisme au Sahel, c'est pas un problème né en 2023. Ça fait plus de 10 ans que cette région est en crise. La France y a envoyé des milliers de soldats, dépensé des milliards et elle n'a pas résolu le problème non plus. Barkhane n'a pas éradiqué le terrorisme. Les casques bleus de la MINUSMA non plus. C'est un fait. Et c'est d'ailleurs cette inefficacité qui a nourri la colère populaire dont l'AES est née. Les gens se sont dit, si les Français n'y arrivent pas en 10 ans, pourquoi est-ce qu'on continuerait à les laisser essayer? Cette frustration est légitime. Ce besoin de dignité est légitime. Mais la dignité, ça se mesure. Ça se mesure au nombre d'écoles ouvertes, au nombre de déplacés qui rentrent chez eux, au recul des zones contrôlées par les djihadistes. Et sur chacun de ces indicateurs, aujourd'hui, la courbe va dans le mauvais sens. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Côté développement, le tableau n'est pas plus encourageant. Le Niger est classé 189e pays sur 193 pays à l'indice de développement humain. Le Mali 188e, le Burkina 186e. Ce ne sont pas des classements qui ont empiré à cause de l'AES. Ils étaient déjà catastrophiques avant. Mais la question c'est, qu'est-ce que l'AES a changé à cette situation? Pour l'instant, rien de visible. Et il y a un coût supplémentaire que peu de gens mentionnent. La sortie de la CEDEAO, en quittant le bloc régional, les 3 pays se sont isolés économiquement. Les barrières douanières se durcissent. La libre circulation est menacée. L'accès au marché voisin se complique. Pour les grands discours à la tribune, ça ne change rien. Pour le commerçant qui fait la route entre Niamey et Lagos, ça change tout, les amis. Il y a un dernier élément à suivre de très près. Le Tchad a rompu son accord de coopération militaire avec la France en novembre 2024. Les dernières troupes françaises ont quitté le pays fin janvier 2025 et le Tchad envisage de rejoindre l'AES. Si cela se fait, c'est un changement majeur pour l'équilibre régional parce que le Tchad, ce n'est pas le même profil que les 3 autres. C'est un pays qui a une armée plus structurée, une position géographique stratégique et des ressources pétrolières. Son entrée donnerait à l'AES un poids qu'elle n'a pas aujourd'hui. Mais un pays de plus dans l'alliance, ça ne change rien si le fonctionnement reste le même. La force conjointe vient à peine d'être lancée à 3 et sa montée en puissance reste approuvée. Il n'y a pas de raison qu'elle s'accélère à 4. Et surtout, le Tchad amènerait aussi ses propres problèmes. Voyons, ses problèmes sécuritaires bien sûr et ses propres tensions internes. L'addition de pays ne crée pas automatiquement de la coordination sur les réseaux. Poser ces questions, c'est immédiatement se faire
cataloguée, vendue à gens de l'Occident, française. Sauf que 3885 morts en 2024, c'est pas une opinion, c'est un chiffre. Et ce chiffre, il vient d'un institut de recherche australien, pas d'un journal français, ni d'une officine occidentale. Refusez de le regarder parce qu'il dérange. Ce n'est pas du panafricanisme. Nous sommes tous panafricains. C'est de l'aveuglement. La question, elle est simple. Est-ce que soutenir la souveraineté africaine et exiger des résultats concrets, c'est incompatible? Sur les réseaux sociaux, apparemment oui. Dans les faits, c'est exactement le contraire. Prendre la souveraineté au sérieux, c'est justement mesurer ce qu'elle produit. 2 ans pour construire une alliance militaire en partant de zéro dans une région les plus dangereuses du monde. C'est court, bien sûr. Et cela, personne ne dit le contraire. Mais la trajectoire, elle ne ment pas. Et la trajectoire, pour l'instant, c'est plus de morts, plus de déplacés, plus de zones perdues. Ce n'est pas anti-panafricain de le constater. C'est prendre le projet suffisamment au sérieux pour le confronter à ses propres promesses. Voilà, c'est pas ce que la plupart des gens veulent entendre. On le sait, mais c'est ce que les données disent. Et sur cette chaîne, on montre les données, même quand elle dérange. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la autour de toi et dis-moi en commentaire, d'après toi, est-ce que l'AES a juste besoin de plus de temps ou est-ce que c'est le modèle lui-même qui ne fonctionne pas, qui pose problème et qu'on devrait peut-être changer? Je te réponds en commentaire. À la prochaine vidéo. Bye bye.